Bonjour à tous. Donc j'avais dit il y a quelques jours que je ne m'exposerai plus en public pour parler de la situation actuelle. Le fait est que aujourd'hui je reprends la parole parce que nous assistons à un véritable déni de démocratie de la part du gouvernement et du chef de l'État. Aujourd'hui, Édouard Philippe va proposer devant les parlementaires de l'Assemblée nationale son plan de déconfinement. Il prend ainsi l'ensemble de l'opposition, mais également l'ensemble de la majorité, de manière par surprise, de manière absolument incompatible avec les règles de notre système démocratique. Aujourd'hui, l'opposition, qui a demandé le report de cette présentation du plan de déconfinement, plan qui, je le rappelle, est fait de contradictions, est fait d'approximations, est fait d'annonces et de promesses qui ne seront pas tenues. Ce plan qui ne repose sur rien si ce n'est sur le tout économique, ce plan-là, aujourd'hui, va être proposé à l'opposition, sans possibilité pour l'opposition de demander un report. Alors, le gouvernement et le chef de l'État, depuis plusieurs mois, font preuve d'un autoritarisme ostentatoire. Cet je vais pas arriver à le dire, cet autoritarisme, il a pu être constaté de multiples manières. Comment? Le président s'est substitué au Parlement en légiférant par voie d'ordonnance, c'est-à-dire sans contrôle de l'Assemblée nationale, sans contrôle du Sénat. Des ordonnances se sont passées. Ces ordonnances ont pour partie modifié le droit du travail. Bien évidemment, pas dans le sens des salariés, des employés, mais dans le sens des employeurs. Ce gouvernement a également pris des arrêtés, pris des décrets. Un arrêté a pour objectif de venir préciser ou modifier une loi existante. Le gouvernement, le chef de l'État, depuis le début de cette crise, agissent dans un déni de démocratie totale. Le gouvernement, le chef de l'État, sont aux limites, et voire même les ont outrepassées dans certains cas, sont aux limites du cadre fixé par la Constitution du 4 octobre 1958. Aujourd'hui, je crois que nous avons atteint un summum dans ce piétinement délibéré des lois, des règles, des valeurs qui fondent notre socle démocratique. Quelle possibilité aujourd'hui pour l'opposition? Alors, moi, ma première idée, quand j'ai entendu, que j'ai vu ce que s'apprêtait à faire un Édouard Philippe, j'ai pensé à la motion de censure. Je dois vous dire que je l'ai pensé et que je n'ai pas encore eu le temps d'aller chercher dans quelle mesure, juridiquement, cela est possible. Mais cette opposition à qui l'on refuse un report de ce débat, sous des prétextes qui n'en sont pas, en tout cas qui n'ont absolument aucun fondement démocratique, j'ai pensé à la motion de censure. Nous sommes arrivés à un moment où l'opposition doit sortir de son silence. Nous sommes arrivés à un moment où la mascarade qui est mise en place par le chef de l'État et le gouvernement doivent pouvoir trouver des contre-pouvoirs en face
Deux, nous sommes dans une situation totalement inédite dans la Ve République. Et je ne parle pas uniquement de cette crise sanitaire. Je parle de ce déni de démocratie que nous vivons actuellement. Aucun, et je dis bien aucun, président ni gouvernement sous la Ve République n'ont agi de manière aussi totalitaire. Alors ce totalitarisme, nous ne pouvons pas le cautionner. Nous, simples citoyens, à part dénoncer, nous ne pouvons pas faire beaucoup plus. Le confinement est toujours en vigueur. Nous respectons le confinement pour nous protéger, mais également pour protéger les autres. Donc, l'opposition, les contre-pouvoirs constitués, et je pense notamment à un représentant syndical, Laurent Berger, qui s'est exprimé ce matin par rapport à ce qui était actuellement mis en place, notamment autour de la reprise du travail par le gouvernement et le chef de l'État. L'opposition commence, et y compris au sein de la majorité, c'est-à-dire y compris au sein de la Macronie, des voix commencent à s'élever contre ces méthodes d'un autre temps utilisées par le chef de l'État et le gouvernement. Alors vous me direz, nous sommes en crise sanitaire, donc à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Non, non. Nous sommes en France, pays démocratique, pays des droits de l'homme et du citoyen. Il y a quelque chose qu'il n'est pas possible de contourner. Ce sont ces règles, ce sont ces principes, ce sont ces valeurs. Le gouvernement, le chef de l'État, aujourd'hui, piétine l'ensemble de ces valeurs. Alors, je me souviens qu'au tout début du mouvement des Gilets jaunes et ensuite, on reprochait à Emmanuel Macron et à son gouvernement de faire preuve de totalitarisme. Ce totalitarisme, à ce moment-là, il n'était pas forcément visible. Aujourd'hui, il apparaît aux yeux de tous. Et il ne s'agit pas d'être un grand politologue, ni un grand juriste, pour s'apercevoir qu'aujourd'hui, les droits de notre démocratie sont bafoués. Nous ne sommes plus, et je me permets de l'affirmer, et je suis absolument consciente des mots que je prononce, nous ne sommes plus en démocratie. Lorsque l'opposition n'est plus en mesure de jouer le rôle qui est le sien, alors non, nous ne sommes plus en démocratie. Sommes-nous en dictature? J'irai pas forcément jusque-là. Je pense que nous sommes en train de verser dans un système totalitaire. Et ce système-là, à la limite, si il avait pour seul impératif de préserver la santé publique, c'est-à-dire la santé de chacun d'entre nous, de vous, de moi, de nos enfants, de nos plus anciens, on pourrait peut-être tolérer que des coups de couteau soient portés dans le contrat social. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que ce qui anime le gouvernement, ce qui anime le chef de l'État, ce ne sont pas des préoccupations sanitaires. Et là, je vais vous donner un exemple qui est parlant en lui-même. Il y a quelque temps, je crois que c'était le 15 avril, a été voté, donc en toute discrétion, puisque les médias n'en ont pas fait état. En tout cas, j'ai vu juste un bandeau apparaître et je suis allée voir un petit peu plus loin quelle était donc cette loi de finances rectificative qui avait été votée le 15 avril. Hein. C'est peut-être le 14, je n'ai plus la date précise en tête. Et là, j'ai pu constater, excusez-moi, c'est du jus d'orange, hein, je ne bois pas, je ne m'alcoolise pas. J'ai pu constater, donc si vous pouvez vous-même aller le constater sur le journal officiel, et même sur le site du gouvernement, vous trouverez. Et donc c'est un projet de loi rectificative de finances qui contient 9 articles. Il suffit simplement de lire l'article liminaire. Un article liminaire, c'est quoi? C'est un article, l'article qui commence, si vous voulez. Et dans cet article,
On lit. Depuis le début de la crise, le gouvernement a investi 42 milliards d'euros. La première réaction, c'est bon, bah écoutez, c'est extraordinaire. 42 milliards d'euros investis pour cette crise sanitaire, c'est bravo. Et puis, on va un petit peu plus loin dans l'article, et là on voit que les différents pans de dépenses sont énumérés. Alors je vais vous dire, moi, combien a été dépensé pour la santé publique. Sur 42 milliards sortis par l'État, 2 milliards uniquement ont été consacrés aux besoins de santé. Les autres 40 milliards n'ont eu que pour viser l'économie. Alors, si à partir de ça, les gens ne comprennent pas que l'objectif de ce gouvernement, ce n'est pas notre santé, dont il n'a rien à faire, mais que c'est l'économie. Parce qu'entre 40 milliards et 2 milliards, il y a une sacrée différence. Et donc le gouvernement continue. On reprend le travail, on remet nos enfants à l'école le 11. Les pharmacies, et je viens de lire un article où les pharmacies disent clairement qu'ils ne seront pas en mesure d'avoir les masques nécessaires à nos protections respectives. Ils ne les auront pas. Les maires des communes plus ou moins grandes commencent également à s'élever contre ce déconfinement qui a été pensé de manière totalement approximative à seule fin de reprise de l'activité économique. Les maires, alors je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, les maires sont responsables des écoles. Les écoles maternelles et les écoles primaires dépendent des mairies, les collèges dépendent des départements, les lycées dépendent des régions. Donc les maires sont responsables de leur école. Ces maires-là s'inquiètent. Maires M-A-I-R-E-S, parce qu'il y a aussi les maires M-E-R-E-S qui s'inquiètent, mais ces maires-là s'inquiètent. Comment vont-ils pouvoir assurer la protection des enfants dans les écoles? Parce qu'il faut savoir que toutes les mairies n'ont pas les mêmes moyens. Que vous soyez, comme je suis, à Meaux, ou que vous soyez dans une petite campagne, il est évident que le maire de la petite campagne n'aura pas les moyens d'assurer la désinfection des locaux, n'aura pas les moyens de produire des masques, de produire du gel, ni même de faire respecter. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire respecter à des enfants cette distanciation sociale, puisque c'est le mot du moment. C'est impossible, c'est juste impossible. Alors, des maires s'insurgent. Des associations de parents d'élèves s'insurgent. Tout le monde s'insurge contre cette pratique, contre ces annonces gouvernementales. Et il y a de quoi s'insurger, parce que tout cela va conduire simplement, si ce plan de déconfinement, qui a été pensé beaucoup plus vite que le plan de confinement, mais aussi mal, que ce plan de déconfinement, s'il s'avère qu'il est adopté, ce que je ne souhaite pas, je souhaite que ce plan de déconfinement soit massivement rejeté, s'il devait être validé, attendez-vous à une hécatombe. Parce que, autre chose qui m'a surprise aujourd'hui, je suis toujours abonnée sur le fil officiel de Fil Info Santé l'AREM. Alors, je me suis levée ce matin et je suis allée voir pour savoir quels étaient les chiffres recensés, puisque c'est ça, hein, nous sommes des chiffres, que nos défunts sont des chiffres, les malades sont des chiffres, les personnes en réanimation sont des chiffres, et tous les autres contaminés chez eux sont des chiffres. Nous sommes des chiffres. Et donc je suis allée voir les chiffres annoncés
par le politicien Salomon, puisque ce monsieur est un politicien avant d'être un médecin, il fait partie du gouvernement depuis 2018, donc bon, mais bon, c'est pas la question. Et là, je vois, eh ben, le 27 avril, le 26 avril, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 27, ben, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien. Sur le fil santé info, la REM, site officiel, site de référence, il ne s'est rien passé le 26 avril. Donc, voilà, officiellement, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas de réanimation, il n'y a pas... Si on s'en tient aux informations officielles, comme on nous invite à le faire, on s'aperçoit que, le 26 avril, RAS, comme écrivait Louis XVI, un jour de la Révolution. Le 14 juillet 1789, il a écrit sur son journal intime RAS. Et ben c'est la même chose. Il y a des jours comme ça pour la République en marche où c'est RAS, il se produit rien, pas de mort, pas de réanimation. Pourquoi? Qu'on me dise pourquoi, c'est pas la première fois. Il y a des jours comme ça que l'on saute, que l'on oublie. On les oublie par hasard? On les oublie... non, tout est délibéré. Parce que vous aurez compris, enfin j'espère que vous l'avez compris, que depuis le début, tout est communication. Tout est communication et stratégie politicienne. Pour la stratégie politicienne, l'exemple, il est là, il est aujourd'hui, à 15h, Édouard Philippe présente ce plan de déconfinement voilà, qui est venu surprendre l'opposition et qui est venu surprendre tout le monde. Et la stratégie politicienne, elle est permanente depuis le départ. Permanente depuis le départ. Alors on joue sur des grands mots. On nous parle d'union nationale, pardon. On nous parle d'unité, on nous parle de lutte, tous unis ensemble contre le Covid-19. Mais le gouvernement et le chef de l'État sont bien loin de ces préoccupations. Si le gouvernement et le chef de l'État vous parlent d'union nationale, c'est pas contre le virus, c'est pas contre cette épidémie. Non, non, non. C'est tout simplement pour que de cette union nationale ressorte une reprise de l'économie française. C'est ça. Alors j'entends bien tous ceux qui me disent « Oui, mais c'est vrai que l'économie, on ne peut pas faire sans ». Je suis d'accord, il est important de penser aussi à l'économie. Mais la priorité dans tout ça, c'est la santé publique. Lorsqu'on a à choisir entre l'économie et la vie milliers, de millions de citoyens, je suis désolée, mais si moi j'étais présidente, ça ferait longtemps que j'aurais tranché. Et l'économie, elle aurait attendu un petit peu. Alors moi, j'ai émis cette idée toute bête. Toute bête, on m'a dit, mais c'est irréalisable. Je dis, pourquoi pas? Le gouvernement s'est endetté pour les entreprises, mais qu'il continue à s'endetter. Pourquoi? Et ça permettrait de concilier à la fois les impératifs économiques et à la fois les impératifs de santé publique. Moi, je demande au gouvernement d'assurer à chaque entreprise, à chaque commerçant, à chaque artisan, l'équivalent du chiffre d'affaires de l'année dernière. Je sais que c'est énorme, mais nous sommes dans une situation exceptionnelle. En assurant ce chiffre d'affaires, le gouvernement ne mettrait pas en danger les entreprises n'iraient pas à la faillite, comme c'est le cas aujourd'hui, et il préserverait en même temps la santé des salariés, des employés, des employeurs. Alors vous allez me dire, oui, non, mais c'est des milliards qu'il faut sortir. Eh ben, on allonge des milliards. Quand on allonge 7 milliards d'euros pour sauver, je sais plus si c'est Roissy ou Orly, on peut allonger des milliards pour sauver nos petites entreprises. Bon, parce que les grandes entreprises, je vais pas vous l'apprendre, elles ne sont pas forcément impactées par cette crise. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les dividendes qui ont été distribués pour s'en assurer. Mais moi, je vous parle des petites entreprises, des moyennes entreprises, des auto-entrepreneurs, je vous parle des commerces, je vous parle des artisans, éventuellement des professions libérales, je vous parle des petites.
Les grandes, c'est autre chose. Ça, elles ne sont pas en pénurie de fonds, ni de dividendes. Alors, est-ce que le gouvernement pourrait faire ça? Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Alors, il a injecté des milliards. Mais il faut savoir que ces milliards, pour les entreprises, petites entreprises, moyennes entreprises, ont été injectés sous condition. Parce que certains commerçants qui aujourd'hui constituent des dossiers pour recevoir une aide de l'État se la voient refuser. Tout ça, c'est des annonces, des annonces. Et ça a été comme ça depuis le début de cette crise. Et ça continue, et ça continue. Alors, l'opposition aujourd'hui et demain, puisque le débat va se dérouler sur 2 jours, relativement à ce plan de déconfinement. C'est le moment ou jamais pour l'opposition de dire stop. C'est le moment ou jamais pour l'opposition de mettre le gouvernement face à ses omissions, face à son irresponsabilité. Comment? Alors j'ai évoqué cette hypothèse de la motion de censure, mais je l'ai évoquée pour l'instant sans avoir d'arguments juridiques pour la soutenir. J'en présenterai. Je pense à cette motion de censure. Et je souhaite qu'une majorité au sein du Parlement, de l'Assemblée, puis du Sénat, s'oppose, et y compris ceux qui font partie de la majorité présidentielle. Il y a un moment donné où il faut dire stop. Nous, citoyens, certains d'entre nous en tout cas, on dit stop depuis longtemps. Et vous avez raison, je vous avais dit, je ne reviendrai plus, je ne m'exposerai plus publiquement. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas cautionner. Et nombreux parmi vous, très certainement, ne peuvent pas cautionner que des atteintes à notre démocratie soient ainsi perpétrées. Alors oui, je compte aujourd'hui sur l'opposition. Je compte également sur les parlementaires de la majorité qui ont un minimum de conscience et de courage pour s'opposer. Et pour s'opposer de manière claire. Très claire. Alors vous pourrez encore m'insulter, vous pourrez encore me traiter de tous les noms, de m'invectiver, de vous rire de moi, peu m'importe. Moi, je vous dis ce que je constate. Et contrairement à Macron, moi, j'ai pas de boule de cristal. Hein. J'ai pas de boule de cristal. Il suffit simplement de raisonner, de s'informer. Et surtout, ne vous informez pas uniquement par les voies officielles, parce que l'information officielle n'est que propagande et communication. Alors, allez vous informer ailleurs. Allez vous informer ailleurs. Faites-vous vos propres idées. Allez consulter des sites différents. Tout ce que vous trouverez sur les sites officiels, que ce soit le site du gouvernement, le site du ministère de la Santé, le site du ministère du Travail, le site de l'Élysée, tout ça, c'est de la propagande. La REM, la République en marche, n'est qu'un parti politique propagandiste. Et, parce que je vais en terminer là, la REM, la République en marche, qui vous parlait d'universalité, qui vous parlait de justice, qui vous parlait d'humanisme, qui vous parlait des droits de l'homme, la REM n'est rien de plus ou de moins que l'apologie du populisme du capital. Alors c'est une expression que j'ai inventée de toutes pièces, le populisme du capital. Je suis toujours en dissidence. Vous pouvez vous en rendre compte aujourd'hui. Cette dissidence, elle est de plus en plus forte. Je me suis abstenue pendant quelques jours
parce que j'avais besoin de prendre du recul. Parce que parfois, lorsqu'on a le nez dans le guidon, lorsque, comme moi, on est une passionnariat de l'humanisme, des droits de l'homme, de la philosophie des Lumières, parfois peut-être on s'emporte et on va un petit peu plus loin. Donc j'ai pris du recul et je reviens comme j'étais, c'est-à-dire que je reste sur mes positions. Je ne me suis pas emballée. Les conclusions que je faisais il y a quelques jours sont les mêmes que celles que je fais aujourd'hui. Alors face à un déni flagrant de démocratie, oui, nous devons nous opposer. Oser. Je sais que ce n'est pas forcément facile de prendre sa caméra et de s'exposer. Je sais que tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Mais oser par des publications, par des posts, par des images, par des photos, par des articles, sur vos profils, osez dire que vous êtes en dissidence. Osez dire que vous ne cautionnez pas. Personnellement, je ne cautionne pas, je le dis, sans crainte des représailles. D'autres le disent, d'autres le crient, je ne suis pas la seule. C'est tout ce que nous pouvons faire actuellement. Nous ne pouvons pas aller dans les rues. Nous avons bien trop conscience, et beaucoup plus conscience que le gouvernement, des risques que nous encourons tous et qu'encourent les autres. Nous sommes bien trop conscients de cette contingence-là pour aller dans les rues. Viendra le moment où nous irons demander des comptes. Ce n'est pas aujourd'hui le moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon message s'adresse à l'opposition. Profitez de cet instant pour faire ce qui est légalement en votre possibilité de faire pour vous opposer à ce plan de déconfinement, construit de briques et de brocs, d'approximations, d'incohérences, d'incertitudes. Il me fait penser ce plan, mais là je digresse un peu, mais il me fait penser au projet de loi sur le système des retraites. Un projet de loi dont le Conseil d'État avait estimé qu'il était, et je cite, plein de trous, plein d'approximations, plein de non-dits. Et effectivement, il l'était. Et entretenir le flou, c'est aussi une stratégie. C'est une stratégie. Parce que un projet de loi construit sur du flou permet ensuite au gouvernement de le compléter, notamment par voie de décret. C'est-à-dire de le compléter et éventuellement de le modifier. C'est ce qui aurait pu se passer pour le système des retraites, qui apparemment a été abandonné, et c'est une très bonne chose. C'est ce qui peut se passer également sur ce plan du déconfinement. Alors voilà, aujourd'hui, j'en appelle simplement à l'opposition et également, je le réitère, aux membres de la majorité présidentielle qui ont cette fibre de l'intérêt général. Pas l'intérêt général économique, l'intérêt général. C'est à eux que je m'adresse en leur disant « Opposez-vous par tous les moyens, par tous les moyens. Nous sommes en train de verser dans un système totalitaire. » Alors vous allez me dire « Oui, Macron, il n'a pas la tête d'un dictateur. » Mais il ne suffit pas d'avoir la tête d'un dictateur pour se comporter en dictateur ou en dirigeant totalitaire. Non. Macron, gendre idéal, cache une personnalité beaucoup plus occulte, beaucoup plus obscure que celle qu'il laisse avoir. Il en est de même pour l'ensemble de son gouvernement. Un vieux proverbe dit « Ne vous fiez pas aux apparences ». Plus que jamais, ne vous fiez pas aux apparences. Je vous remercie
Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous. Je réitère que nous sommes toujours en phase de confinement. Qu'Emmanuel Macron, par son discours, en annonçant à de multiples reprises 11 mai, déconfinement, a laissé entendre à certaines personnes que le virus n'était plus d'actualité. J'ai eu une conversation avec l'un de mes amis l'autre jour qui m'a dit « Oh bah, tout va bien, je me promène, il n'y a pas de souci, je porte plus de masque. » Je dis « Comment ça, tu portes plus de masque ?» Il me dit « Bah non, c'est terminé. » Non, c'est pas terminé. Il ne savait pas, parce qu'il avait écouté Emmanuel Macron, et tout ce qui était ressorti pour lui du discours d'Emmanuel Macron, c'était que l'épidémie n'était plus là. L'épidémie, elle est encore là. Elle est encore là. Et combien de personnes ont pensé comme cet ami qui m'a dit « Mais c'est fini, moi je porte plus de masque. » Non. Le risque, il est là. Il est là. On vous donne l'impression que tout va mieux. Voyez comment on insiste, comment Salomon insiste sur le nombre de guéris. Voyez comme il insiste. Il insiste beaucoup moins sur les décès. Alors voilà, c'est encore un coup de colère que je pousse. C'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Osez. Osez. Vous jouissez tous de votre liberté de penser. Vous jouissez tous de votre liberté d'expression. Personne ne peut vous l'enlever, si ce n'est vous-même. Alors ne vous censurez pas. Osez dire les choses. Protégez-vous. Protégez les autres. N'envoyez pas vos enfants à l'école le 11 mai. Ne les envoyez pas. Je sais qu'il en appartient, chacun fera en fonction de ce qui lui semble être le mieux. Moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est n'envoyez pas vos enfants à l'école le 11 mai. Non, ne les envoyez pas. Je vous remercie. Faites très attention à vous. Protégez-vous. Et ne soyez pas dupes de la communication gouvernementale et présidentielle. Ouvrez les yeux. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la République en marche, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur ce qui est en train de se passer. Osez les ouvrir. Déni de démocratie, jamais. Je vais me prendre pour Emmanuel Macron. Ça va en faire rire beaucoup, c'est pas grave. Vive la République, vive la France et l'Union citoyenne. Au-dessus de tout. Merci à tous. Excellente journée.